Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, c'est une collectivité locale que l'on va mettre en avant avec mon invité aujourd'hui, Eddy Dargère, adjoint au maire de Luxuraude. Il va nous raconter l'histoire de ce parc photovoltaïque cofinancé par les habitants de la ville et par la région. On fera la région Occitanie, on fera le bilan après 5 ans de fonctionnement. Pour notre débat, on va parler agriculture et floriculture, responsabilité et traçabilité au programme, l'exemple de la production de cacao, mais aussi de la provenance de nos fleurs. Et puis la start-up du jour, c'est Amoa, une assistance à maîtrise d'ouvrage en ligne destinée essentiellement aux petites copropriétés pour piloter leur rénovation énergétique. C'est évidemment un enjeu majeur avec la loi climat et résilience sur les passoires thermiques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact tout de suite. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex. C'est donc Eddy Dargère, adjoint au maire de Luxuraude. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Luxuraude, c'est un village de 250 habitants, région Occitanie, 250 habitants. Et donc ce parc photovoltaïque appelé 1, 2, 3 Soleil. Déjà, bravo pour le nom. C'est très bien trouvé, ça nous rappelle nos cours d'école. Comment elle est née, l'idée de ce parc solaire? Racontez-nous. Donc en fait, ce parc solaire au début, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés à s'implanter sur les territoires parce qu'il y avait une opposition des habitants. Et une des solutions qui a été trouvée par la solution Occitanie, c'était d'inciter la participation citoyenne pour lever ces blocages. Donc en fait, on a bénéficié donc d'une subvention de la région qui proposait 100 € investis par la région pour 100 € citoyens injectés dans le projet. Donc vous avez lancé une campagne de financement participatif, hein, c'est vraiment ça, auprès des habitants de Luxuraude. Comment ça s'est passé? Alors on a effectivement, on a démarché tous les habitants de Luxuraude pour expliquer le projet. Et ensuite, on a élargi un petit peu le cercle aux communes voisines et à la région. Et ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'habitants de Luxuraude, mais pas que. Et donc il fallait récolter quelle somme? C'est pas une colle, hein, mais et puis surtout, c'est peut-être ça le plus important, l'adhésion finalement. Est-ce que cet argent, la somme nécessaire, vous avez pu la récolter assez vite? Alors oui, on a été assez surpris par le temps de collecte. On a mis quelques semaines pour tout récolter. Pour donner des chiffres, le parc a coûté environ 250 000 €. La région a donné 100 000 et il y a eu 100 000 en apport citoyen, à peu près. Quel était l'objectif? Parce que donc, vous nous l'avez dit, c'est vraiment intéressant comme démarche. C'est pour ça qu'on voulait donner l'exemple de Luxuraude dans cette émission, dans ce Smart Impact. Il y a un point de départ, on se dit il faut créer un parc solaire, mais comme souvent d'ailleurs sur des projets d'énergie renouvelable, on parle souvent ici de l'éolien, mais il y a parfois des réticences locales. Et donc vous lancez l'idée de la participation. L'objectif, c'était quoi? D'être autosuffisant en électricité? Quel était l'objectif de la mairie, de la municipalité? Alors, la particularité de ce parc, c'est qu'il est dimensionné à l'échelle de notre village. Il produit en fait autant d'énergie qu'en consomment nos habitants sur une année hors chauffage. Et du coup, c'était un projet qui, pour moi, se défendait bien parce que on est vraiment à un parc à taille humaine. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 4000 m², donc un demi-hectare. C'est vraiment tout petit. Mais l'idée, c'est de faire une commune, un parc. Chaque commune pourrait se doter de sa production d'énergie locale. Est-ce que le rendement est à la hauteur des espoirs initiaux? Alors écoutez, on a un rendement brut d'environ 7%. Voilà, c'est à la fois c'est pas énorme, mais voilà, il est là et il y avait une histoire aussi d'impliquer les gens
dans la source dans une source d'énergie qui est à portée de main, en fait, Oui. qu'il voit tous les jours en se baladant. Alors là, c'est drôle parce que ma question sur le rendement, la preuve, elle n'était pas bien posée. Elle portait plutôt sur le fait d'être autosuffisant en électricité. Mais là, vous nous parlez finalement de ce que rapporte l'investissement aux habitants de la ville ou de la région. Donc effectivement, il y a un retour sur investissement pour les actionnaires. Et sur l'autosuffisance, elle est au rendez-vous parce que là aussi, dans les critiques qu'on émet auprès des énergies renouvelables, il y a l'intermittence, etc. Bon, vous êtes dans une région plutôt baignée de soleil et de lumière, mais l'autosuffisance, elle est là ? Alors, on ne peut pas parler d'autosuffisance parce que l'électricité qui est produite, elle est renvoyée sur le réseau. Elle est rachetée, si vous voulez, par une société spécialisée dans la fourniture d'énergie verte qui s'appelle Enercop, qui, pour pouvoir revendre de l'électricité dite verte, est obligée de l'acheter chez des producteurs comme nous. D'accord. Et les fluctuations sur les cours de l'électricité, est-ce que ça vous impacte ou pas finalement ? Alors, en fait, faut décorer la production de notre consommation. Même nous, en tant que mairie, on va consommer de l'électricité chez un fournisseur qui se trouve être Enercop pour une raison de cohérence. Mais nos habitants, ils sont chez tous les autres opérateurs, EDF, voilà. Et ils vont consommer physiquement les électrons qui sont produits sur notre parc solaire en journée, mais pour eux, ça ne change rien. D'accord, bien compris. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois très très bien la subtilité. Dans ce projet, alors on va parler de la capacité à dupliquer ensuite un projet comme 1, 2, 3 Soleil, vous nous l'avez dit, dans d'autres villages ruraux, mais il y avait l'idée d'orienter l'épargne des habitants aussi, de leur donner un peu de sens. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était vraiment d'encourager nos habitants à vraiment prendre conscience, de mettre quelques économies dans ce parc, parce que l'énergie, on en consomme tous. Et l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience de l'importance de ces outils de production. La gouvernance, elle est également intéressante à détailler. Elle est quoi ? Elle est participative ? Quel rôle jouent les habitants actionnaires, en quelque sorte ? Alors, c'est une société par action simplifiée, avec un conseil de gestion, qui se réunit au moins une fois par an pour décider un petit peu de ce qu'on fait des dividendes. Donc les questions qui se sont posées, c'est est-ce qu'on reverse la totalité des dividendes aux actionnaires, ou est-ce qu'on va en garder une partie pour faire des actions précises ? Voilà le genre de discussion qui se pose dans cette société. Quand le projet a été lancé, donc je rappelle la mise en service de ce parc solaire 1, 2, 3 Soleil dans le village de Luxuraude, c'était décembre 2017. Quand le projet a été lancé, est-ce que vous aviez un exemple sur lequel vous appuyez, ou est-ce que c'était au contraire assez novateur ? Alors, on était la première collectivité en France à faire ce type de démarche. Du coup, on s'est fait aider d'un développeur, Benoît Pradery, qui nous a aidé à dimensionner ce parc parce qu'on n'avait pas les compétences en interne. Oui, donc il a fallu trouver l'expertise. Est-ce que depuis, vous avez été, entre guillemets, copié ? Est-ce que l'expérience de Luxuraude inspire d'autres villages, peut-être dans le département ou même dans la région, ou alors soyons plus ambitieux en France ? Alors oui, on a beaucoup de maires qui nous contactent pour savoir un petit peu comment on a fait, avec le temps, comment ça s'est, est-ce qu'on est content de cette production et de notre système. Et ça s'est développé effectivement. Il y a de plus en plus de collectivités qui font le pas, qui font des petites centrales de production, un petit peu sur notre modèle ou légèrement différents, voilà. Ça veut dire qu'il y a des délégations qui sont déjà venues à Luxuraude pour voir comment ça marche ? Tout à fait, tout à fait.
Tout à fait. Ouais. Et est-ce que, je vais terminer là-dessus, parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, on a parlé de la démarche citoyenne, on a parlé du fait d'utiliser son épargne finalement dans un projet local, dans un projet qui a du sens. Est-ce que, avant même qu'il y ait cette crise énergétique qui nous frappe tous, ça a incité les habitants de Lux-sur-Aude à réfléchir à leur consommation, à réfléchir à leur usage finalement de l'électricité ou de l'énergie en général? Est-ce qu'il y a un petit peu une dimension pédagogique aussi finalement dans ce projet, dans cette action? Disons que notre commune, elle s'inscrit depuis, on va dire peut-être une quinzaine d'années dans une démarche d'économie d'énergie. On a rénové nos bâtiments municipaux pour pouvoir ensuite les équiper en énergie renouvelable. C'est une démarche qui doit aller dans ce sens-là. L'énergie qu'on économise le plus, c'est celle qu'on ne consomme pas. Effectivement, c'est une bonne formule qu'on répète souvent sur le plateau de Smart Impact. Merci beaucoup, merci Eddy Dargère, donc adjoint au maire de Lux-sur-Aude, d'être venu nous présenter ce parc solaire installé depuis près de 5 ans, un peu plus de 5 ans même, dans la ville. On passe à bientôt sur Bismart, on passe à notre débat tout de suite. Le thème fleurs et chocolat, c'est cadeau. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et on parle traçabilité, transparence tout de suite dans notre débat avec Nadine Abondeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice, directrice de la chocolaterie Févier d'Or. À vos côtés, Pascal Mutel, bonjour. Bonjour. Le président de l'Union nationale des fleuristes. Allez, je commence par Févier d'Or, vous l'avez créé en 2018. C'est quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, c'est de dire je suis d'abord une cultivatrice de cacao. Ouais. Le cacao, pour moi, c'est une histoire familiale, c'est-à-dire grand-père, arrière-grand-père et tout. Mmh. Et je me suis dit, pourquoi ne pas franchir le pas et transformer ce que je produis ? Donc maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout, en quelque sorte, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire maîtriser depuis la culture du cacao au Cameroun jusqu'au produit fini, sans intermédiaire, tout en ayant un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire permettre réellement aux petits producteurs de vivre de la seule richesse qu'il a, c'est-à-dire de ses terres, et puis poursuivre aussi la vision qui est la mienne, c'est-à-dire on peut créer des richesses tout en étant solidaire. Et c'est pour ça que Févier d'Or, c'est une entreprise qui emploie quasiment que des personnes en situation de handicap. Oui, donc, tracer un produit, permettre aux petits producteurs de vivre, et puis vous proposer un chocolat sans additifs, le plus brut qui soit. Oui, on y reviendra évidemment. L'Union nationale des fleuristes, vous représentez des fleuristes français indépendants, c'est ça ? Indépendants ou autres, on représente des fleuristes en général, et surtout on est une organisation patronale à mission avec bien l'idée fleuriste, c'est acheter des fleurs, les travailler, les vendre, et comment on les achète mieux, comment on les travaille mieux et comment on les vend mieux. Alors, voilà, c'est notre objectif. Avec donc ce mot-clé dans notre débat qui est le mot-clé de traçabilité. C'est pas encore une obligation pour les fleuristes, on n'est pas obligé d'afficher la provenance des fleurs. Vous le faites de temps en temps, comment ça se passe ? Pas du tout, alors il n'y a aucune obligation, l'obligation peut venir que de l'Europe, l'obligation d'origine et de marquer une origine d'un produit, dans le cadre de l'Europe, c'est l'Europe qui le décide. Oui. Donc à ce jour, il n'y a aucune obligation. Je pense que dans les 18 à 36 mois, ça sera certainement le cas. Aujourd'hui, c'est de se dire comment nous, filières responsables, et comment nous, fleuristes, où aujourd'hui on sait à peu près 70% des produits que l'on vend, d'où ils viennent et de quel producteur, c'est comment effectivement rendre cette transparence auprès du grand public. Vous commencez à le faire ? Il y a des fleuristes qui commencent à le faire ? Alors, il y a déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Il y a déjà des chaînes, par exemple, Truffaut, depuis longtemps, indiquent l'origine de toutes ces fleurs. Il y a déjà des fleuristes qui commencent à le faire. Moi-même, j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, à faire des opérations, par exemple, à indiquer un producteur qui soit d'Île-de-France, qui soit de Provence, qui soit du Kenya, qui soit d'Équateur. Faire des belles fleurs, c'est souvent la combinaison d'un savoir-faire d'excellence avec un terroir d'exception. C'est souvent cette combinaison des deux qui fait un très beau produit. Nadine Abondeau, cette chaîne d'approvisionnement que vous voulez maîtriser de bout en bout, est-ce que c'est finalement assez rare parmi les chocolatiers français d'avoir cette exigence-là ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le cacao est très difficile à tracer. C'est Ouais. un vrai challenge. Mmh. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans ce projet, c'est justement parce que vous comprenez bien que moi, je viens du fond, c'est-à-dire depuis la production. Moi, j'ai jamais vu un chocolatier français ou autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours 10 000 intermédiaires. Il n'est pas dit que la fève, quand on vous met origine Cameroun ou Pérou, mais ça vient d'où? Cameroun, c'est où? C'est comment ça a été travaillé? Il faut savoir que nous sommes à peine 5% de chocolatiers français à faire ce qu'on appelle le bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Nous sommes à peine 5%. Ouais. Alors, chez Févier d'Or, nous allons encore plus loin, puisque nous, on est tree to bar, c'est-à-dire de l'arbre à la tablette. Et là, on devient vraiment un peu un mouton à 5 pattes dans le domaine du chocolat. Avec quel défi à relever pour réussir à tenir cette promesse de traçabilité, de transparence? Alors, j'ai envie de vous dire que chez moi, ça s'est fait de manière naturelle. C'est-à-dire que moi, je suis née dans une plantation de cacao, j'ai envie de dire. C'est-à-dire derrière la maison familiale, Oui. c'est du cacao. Et donc vous êtes propriétaire de terres, de cacaotiers. Mais ça veut dire que c'est uniquement le cacao venu de vos terres que vous transformez ensuite? Ou alors, si vous devez chercher d'autres fèves de cacao, c'est là que ça se complique pour avoir la traçabilité? Alors, donc, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus aisé pour nous parce que nous avons un bassin de production où je suis née. Nous avons créé une coopérative de petits producteurs. Et pour vous dire jusqu'où on est allé dans la traçabilité, nous avons fait partir un groupe de 8 ingénieurs agronomes de Cergy. Oui. Qui sont donc allés identifier chaque plantation, chaque petit producteur. Parce qu'il n'était pas question d'intégrer dans la coopérative des petits producteurs qui avaient une vision assez macro, c'est-à-dire industrielle, une production industrielle du cacao, parce qu'on connaît les dégâts. Nous, on a sélectionné des plantations familiales qui ont un avantage d'être souvent des agroforêts avec d'autres arbres fruitiers qui sont tout aussi intéressants pour les arômes de nos chocolats. Donc oui, il sera beaucoup plus difficile pour moi de sortir de ce bassin. Je n'en ai pas le projet pour le moment, mais s'il faut aller chercher ailleurs, oui, l'exigence sera la même et ce sera un petit peu plus compliqué. Pascal Mutel, est-ce que c'est une demande des consommateurs d'avoir cette traçabilité? Les dernières études qui ont été faites, qui datent de novembre, en fait 6% des consommateurs C'est pas énorme. pensent réellement dans l'acte d'achat en premier à la traçabilité. Quand après on leur demande est-ce que pour eux c'est un enjeu, ça monte à 26%. Donc on voit bien, quand on pose la question induite, c'est différent, mais sinon au départ, non. Le principal, c'est le choix de la variété, la couleur et le prix. Donc ce sont les 3 premiers critères, et bien après les choses. Mais pour autant, ça devient un vrai enjeu de société. Il ne faut pas croire que la fleur va passer à côté. Oui, évidemment. Vendre des fleurs de saison ou des fleurs françaises, là aussi, pour l'instant, c'est marginal sur le marché et si oui, est-ce que c'est en train de grandir? La production française, 15% du marché. 100% de la production française, 15% du marché, 40% par l'export. Donc il reste disponible en fleurs françaises pour le marché français, 8%. C'est pas beaucoup là aussi. Quid des 92 autres pourcents? C'est bien ça l'enjeu. C'est de se dire, globalement, quand on achète français, tout va bien. Quand on achète ailleurs, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien? Et c'est d'être sûr que quand on achète ailleurs, c'est bien, c'est éco-responsable, et de voir les producteurs chez qui on fait venir des fleurs, est-ce qu'ils répondent à certains critères d'engagement en termes d'engagement environnemental et engagement social. C'est-à-dire que vous prenez les devants, ce que vous disiez un peu tout à l'heure, il faut prendre les devants de la réglementation, parce que de toute façon elle arrivera, donc autant être déjà prêt? Exactement, surtout qu'on est déjà prêt. De toute façon, finalement, il y a 4 grands pays producteurs en dehors de l'Europe en termes de fleurs. En Afrique, c'est l'Éthiopie, le Kenya. Et en Amérique du Sud, c'est la Colombie et l'Équateur. Oui, mais on parlait des conditions de rémunération. Elles ne sont pas forcément les mêmes en fonction des exploitations, j'imagine. C'est pas en fonction des mêmes. Si on prend le Kenya, par exemple, qui est un des pays producteurs le plus dirigé vers le marché européen, c'est 4 millions de personnes qui dépendent de la floriculture, 62% de femmes qui vivent avec un salaire médian 22% supérieur au salaire moyen kényan. Donc
C'est là aussi ce qu'il faut remettre en perspective. La fleur ne vient pas remplacer une agriculture nourricière, ne vient pas remplacer une autre agriculture. Elle est bien une agriculture parce que sur des faibles surfaces, à forte valeur ajoutée et avec beaucoup de personnel, c'est pour ça aussi qu'elle est très importante pour ces pays-là. Mais par contre, au Kenya peut se côtoyer une plantation qui fait le meilleur à côté d'une plantation qui fait le pire. Donc c'est à nous aussi, en filière responsable, d'être sûr qu'on fait bien venir de la meilleure et pas de la pire. Ouais. Alors je vous pose un peu la même question, Nadine Abondo, pour le consommateur, sur la tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il voit qui lui garantit d'une certaine façon la traçabilité? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un label? Comment vous informez vos consommateurs de ces choix que vous avez faits? Alors moi j'ai envie de dire, dans le domaine du chocolat, il y a une vraie demande sur la traçabilité. Nous avons bénéficié chez Févier d'Or d'une étude Opinionway sur qu'est-ce qui va provoquer l'acte d'achat. Nous avons vu en premier le gustatif, mais en deux la traçabilité. C'est-à-dire le petit producteur vient en troisième position, le fait qu'on emploie des personnes en situation de handicap en quatrième position. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui il y a cette vraie demande de qu'est-ce que je mange, parce que là on est quand même dans ce que je mange, dans d'où ça vient. Alors on sait que le cacao ne pousse pas encore en Normandie, donc forcément il vient... Oui, le réchauffement est ce qu'il est, mais on n'en est pas encore là. De l'étranger, mais quand il vient de l'étranger, est-ce que je peux le tracer? Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça crée un peu l'adhésion que nous avons sur notre concept qui allie quand même un certain nombre de choses. Les fèves de cacao, elles sont d'abord transformées localement? Ça aussi, c'est un choix que vous avez fait? Comment ça se passe? Alors non, en fait, nous allons maîtriser, nous avons mis en place des centres de fermentation et de séchage, puisque nous avons apporté quand même une certaine expertise à nos petits producteurs. Il faut savoir que le petit producteur ou l'enfant de petit producteur ne consomme pas le chocolat. Moi, quand j'étais enfant, je ne mangeais pas le chocolat. Qu'est-ce que je faisais? Je grillais mes fèves de cacao au feu de bois, j'écrasais à la pierre et je mettais du sucre. Et c'est exactement ce que je fais chez Févier d'Or. Donc du coup, comme ils n'ont pas la notion du gustatif, cabos pourri, pas pourri, ils vont tout mélanger. La fermentation n'est pas Donc il y a de la formation qui a été oui, tout à fait. Nous avons créé un centre d'expertise pour avoir un chocolat gustativement intéressant. Donc on va fermenter, sécher et puis nous allons recevoir ici à Saint-Ouen-le-Monde nos fèves de cacao qui seront donc torréfiées, fabriquées pendant 3 jours à la meule de pierre, sans ajout d'additifs. Et c'est là que la dimension inclusive de votre projet, de votre entreprise entre en jeu, puisque je crois que vous avez, d'ailleurs, c'est votre expérience personnelle qui parle aussi. Vous étiez directrice des ZAD, c'est ça ? Je suis une ancienne directrice des ZAD, qui sont des centres d'aide pour le travail pour des personnes en situation de handicap. À la différence que là, nous sommes une entreprise adaptée, ça veut dire que mes collaborateurs ne sont plus bénéficiaires, ils ont un vrai statut de salarié, comme tout le monde, voilà. Et notre équipe est constituée à plus de 80% donc des collaborateurs en situation de handicap qui occupent tous les postes de l'entreprise, de chocolatier, quand vous appelez chez Févier d'Or, vous aurez forcément une personne en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus parler traçabilité sur le plateau de ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux start-up. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Aimé de la Ville-Jégu. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Amoa, créé en juillet 2022 avec Nicolas Rousseau. C'est quoi le déclic? C'est quoi votre idée de départ? Alors l'idée de départ, c'est que moi j'ai travaillé pendant 4 ans dans la rénovation énergétique de l'habitat collectif. Oui. Donc je travaillais avec les bailleurs sociaux et les copropriétés. Et on avait énormément de demandes de copropriétés qui ne savaient pas forcément comment faire, comment débloquer les subventions, etc. etc. Donc elles étaient un petit peu perdues. D'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle les assistants à maîtrise d'ouvrage. Vous allez nous expliquer ce que vous apportez à ce métier, mais déjà, c'est quoi un AMO? Alors, un assistant à maîtrise d'ouvrage, son rôle, ça va être d'accompagner le maître d'ouvrage, donc la copropriété, dans tout le processus de rénovation énergétique. Donc, c'est lui qui va expliquer quelles sont les étapes, qui va débloquer les primes financières, l'ingénierie financière, et qui va faire en sorte, en fait, que le maître d'œuvre, l'artisan, le syndic, tout le monde travaille dans la même équipe
pour atteindre l'objectif de rénover son immeuble. Alors quand c'est une grande copropriété, bon, il y a les moyens, c'est assez évident, mais vous vous adressez à quel marché avec Amora? Alors effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a du coup déjà des AMO qui existent et qui s'adressent principalement à des grosses copropriétés qui vont faire plus de 50, 60 logements, etc. Sauf qu'en France, il y a 85% des copropriétés qui font moins de 20 logements. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour proposer une solution qui est viable économiquement, où il y a de l'accompagnement pour adresser toutes ces copropriétés afin de massifier la rénovation énergétique. Ça, c'est l'objectif d'Amora. D'accord. Et la solution, c'est quoi? Alors ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide les copropriétés, le syndic et les professionnels du bâtiment en leur donnant tous les outils nécessaires et en les accompagnant à chaque étape pour avancer dans le process de rénovation. Donc concrètement, on a créé une plateforme de suivi qui représente un petit peu les rails du projet. Donc on met la copropriété sur des rails et sur cette plateforme, chaque intervenant, donc le syndic, la copropriété, le professionnel, chacun sait en permanence qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les prochaines étapes, quels sont les deadlines qu'on s'est fixés. Et au-delà de ça, donc on a d'autres fonctionnalités, notamment l'ingénierie financière en ligne, où chaque copropriétaire sait désormais combien ça va me coûter, quelles sont les primes financières, quel est le reste à charge et comment je finance tout ça. Donc ça, c'est les rails. Et nous, ensuite, notre métier, c'est de faire... Enfin, l'objectif, c'est que la copropriété ne reste pas en gare, c'est de faire avancer la copropriété. Et donc là, on va mettre de l'accompagnement, débloquer les subventions, proposer des professionnels certifiés, etc. etc. Donc il y a une solution numérique et du conseil humain, c'est ça? Les deux sont liés? Exactement. L'objectif de la plateforme, c'est d'automatiser toutes les tâches qui sont chronophages, toute la recherche de documents, la recherche d'informations, etc. pour que la copropriété, en fait, qu'elle fasse 5 ou 10 logements, elle ait en fait les clés pour réussir sa rénovation. Et nous, ensuite, le temps qu'on va consacrer, il est plus efficace et donc on peut mieux la conseiller. Une rénovation énergétique en copropriété, comment ça se finance? Alors, comment ça se finance? Aujourd'hui, vous avez tout un dispositif de primes financières qui existe. Et notamment, l'État, en fait, a décrété il y a à peu près 1 an et demi qu'il fallait favoriser ce qu'on appelle les rénovations globales. Donc, c'est des rénovations qui vont avoir un objectif de gain énergétique. Donc, ce gain énergétique, aujourd'hui, il a été fixé à 35% de gain énergétique. Il faut que les travaux permettent d'atteindre ce gain. À partir de ce moment-là, vous avez 2 grandes aides qui vont se débloquer, donc MaPrimeRénov' copropriété et puis les C2E. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant de faire des travaux, il faut faire un audit énergétique pour savoir combien je consomme, combien les travaux vont me permettre de faire, et ensuite on se lance dans la phase de travaux. Oui, avec évidemment un enjeu majeur de transformation environnementale avec la loi climat et résilience, de nouvelles règles qui concernent les passoires thermiques. Mais pour vous qui vous êtes créé il y a un peu plus de 6 mois, il y a un effet accélérateur de la crise énergétique que l'on vit, vous le ressentez? Vous vous êtes dit on arrive au bon moment? Alors quand on s'est lancé, on n'avait pas encore totalement de visibilité parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Et en fait, ce qui va être important dans une rénovation énergétique, ça va être notamment de comprendre quel est le taux de retour sur l'investissement. Donc effectivement, je vais devoir dépenser 10 000 € par exemple pour pouvoir financer ces travaux. Je vais pouvoir faire un emprunt. Donc je vais avoir des mensualités tous les mois et à côté de ça je vais faire des économies sur la facture tous les mois, ce qui va me permettre peut-être de financer cet emprunt. Et aujourd'hui du coup avec la crise énergétique et potentiellement les gains, enfin l'augmentation de la facture énergétique, ce taux de rentabilité diminue. Donc avant un projet de rénovation qui était rentable en 12, 13 ans, 15 ans quand on se finançait sur les économies d'énergie, maintenant avec l'augmentation des prix, il passe plutôt à 6, 7, 8 ans. Donc on rentabilise beaucoup plus vite ces investissements pour transformer les passoires thermiques et améliorer leur efficacité énergétique. Merci beaucoup Aimé de la Ville Jégu d'être venu nous présenter. Merci à vous. Amora, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à Louise Perrin à la production programmation, Marie Billa avec elle aujourd'hui, Théo Boscar le réalisateur et Saïd Mamou pour le son. Belle journée à toutes et à tous.